Spinalcom, empowering digital buildings. Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir vous retrouver sur un webinaire sur le BIM. On est pas loin du BIM World, donc ça me semblait important de commencer à reparler sérieusement du BIM et essayer de vous montrer un peu notre point de vue sur valoriser le BIM. Donc du coup aujourd'hui, je suis le seul animateur. N'hésitez pas à me poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et j'essaierai de rendre ça un peu interactif. En termes de timing, j'ai à peu près 15-20 minutes de présentation, démonstration à vous faire. Et puis après, l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à vos questions, vos interrogations, et essayer de démystifier un peu l'usage du BIM autrement qu'à la conception et à la construction. C'est bien l'objectif dans la valorisation du BIM, hein, c'est de profiter de tout ce que vous avez bien construit en tant que BIM manager, en tant que modeler, en tant qu'AMO BIM, pour les phases de conception et de construction. Donc, l'idée, c'est bien de travailler sur cette notion de BIM et essayer de voir qu'est-ce qui est intéressant de mettre ou pas dans une maquette et surtout comment on peut l'utiliser ensuite, une fois qu'on a passé ces phases de coordination, de conception et de construction. Donc, voilà à peu près le planning. Donc, j'ai une dizaine de slides à vous présenter, puis après, on ira sur des plateformes, on ira sur la démonstration pour que j'essaie de vous faire toucher du doigt des éléments concrets de valorisation et d'utilisation du BIM, et surtout de vous montrer qu'on peut vraiment, utiliser le BIM de manière très, très facile une fois qu'on est sorti des outils de CAO. Du coup, moi, je suis Nicolas Lefort, je suis directeur associé chez Spinalcom et je m'occupe de la mise en œuvre concrète des projets. Et j'ai un passé, d'ingénieur de construction plutôt dans les grandes infrastructures et je suis tombé dans la marmite du BIM assez tôt pour pouvoir mieux concevoir, mieux construire. Et en arrivant chez Spinalcom, du coup, je suis allé sur l'étape d'après qui était vraiment l'utilisation du BIM en exploitation, en maintenance pendant toute la durée de vie du bâtiment. Donc voilà, on a essayé de faire cette intégrale complète. Quelques petits mots sur Spinalcom. Donc, on est une jeune entreprise, je dirais, en forte croissance. On est 21. On a un très grand passé de R&D justement sur l'utilisation de la donnée. Et je vais vous montrer que notre spécialité, ce n'est pas forcément un métier en particulier dans la conception, la construction, l'exploitation ou la maintenance, mais c'est vraiment l'usage de la donnée au service des différents métiers. Donc aujourd'hui, on a une grosse vingtaine de bâtiments déployés totalement avec nos solutions. Et c'est de vous montrer aujourd'hui qu'on est capable de faire des choses peut-être plus simples, plus rapides, beaucoup plus faciles à mettre en œuvre que de mettre un système d'information complet avec l'ensemble des données. Donc du coup, voilà quelques mots sur Spinalcom. Et bien sûr, nous, on est connus sur un de nos produits phares qu'on appelle le BOS, le BOS, Building Operating System, en fait, qui est la fondation numérique du bâtiment qui va permettre d'interagir avec toutes les données du bâtiment. Mais aujourd'hui, vraiment, je vais me focaliser uniquement sur une source de données qui a vraiment de la valeur, qui est bien sûr les maquettes BIM. Donc voilà à peu près pour cette courte présentation. Et puis maintenant, je vous propose d'attaquer ensemble sur tout compte fait pourquoi le BIM a vraiment été une révolution, en tout cas de notre point de vue, une révolution. On pourrait en faire des thèses complètes sur je dirais, la digitalisation de la construction. Mais vraiment, je voulais réinsister sur 4-5 notions qui me semblent extrêmement importantes de partager avec vous sur cette fameuse donnée dans le BIM. Donc, pour pouvoir commencer de manière un peu légère, voici 3 modélisations de bâtiments. Et en fait, n'est pas BIM qui veut. Peut-être que vous avez reconnu, à travers ces dessins, il n'y a qu'une modélisation que je nomme BIM. Les autres, ça va être de la modélisation 3D, ça va être des images, ça va être visuellement très intéressant, mais d'un point de vue d'analyse, de construction de la donnée, d'organisation de la donnée, on n'a qu'un de ces 3 modèles, tout compte fait, qui est vraiment efficace d'un point de vue des organisations. Donc peut-être qu'avec vos yeux aguerris, vous aurez reconnu à droite un modèle d'un bâtiment qui est fait sous Blender. Donc Blender,
un excellent logiciel de rendu 3D. Au milieu, un autre bâtiment fait sous SketchUp qui fait aussi de la très belle 3D qui, je dirais, commence à faire ses éléments. Le modèle de gauche est bien un modèle BIM. Tout simplement pour vous montrer que bah, visuellement, c'est pas ça qui est important dans le BIM. Voilà. Donc on va vraiment sortir de cette fameuse 3D qui des fois nous, nous emprisonne un peu dans notre manière de penser. On ne voit que cette partie 3D et on oublie que derrière, il y a toute une stratégie d'organisation de la donnée. Donc c'est bien, bien l'objectif de vous dire, l'organisation de la donnée, c'est ça la vraie révolution du BIM, en tout cas de mon point de vue. Ça veut dire qu'on n'a pas une donnée qui est uniquement géométrique, mais on a des données qui sont organisées d'un point de vue informatique et d'un point de vue métier. Donc on a des classes, on a des familles, on a des objets, on a des attributs. Et tout ça, ça fait une organisation de données qui est normée. Voilà, normée, ça veut dire que on a énormément de travail, des travaux des différents métiers pour organiser la donnée, pour pouvoir faire des comportements entre les objets. Alors du coup, à travers ces mots un peu abstraits, les choses, quand on est un BIM manager ou un modeleur BIM, elles sont assez concrètes. Vous ne pouvez pas poser une porte si vous n'avez pas de mur. Ben oui, on a l'objet porte qui interagit avec l'objet mur. Quand vous mettez une porte dans un mur, eh ben, ça fait un trou dans le mur pour pouvoir positionner la porte. Ça vous paraît vraiment peut-être trivial, mais à travers cette révolution des objets et des classes, on peut de plus en plus apporter une automatisation. Donc, ben, vous êtes mieux placé pour le savoir que moi, mais pour la CAO, voilà, quand on pose une gaine, elle va longer un mur, etc., etc. Tous ces comportements automatisés qu'on commence à avoir arriver dans la CAO, donc dans la conception assistée par ordinateur, qui font les arcanes du BIM, reposent sur une organisation de données normées. Donc, si je reprends mon schéma précédent, le schéma de gauche, on va monter, créer, concevoir un immeuble avec des objets qui ont un sens, qui ont une organisation, avec des objets murs, des objets façades, des objets, tout type d'objets qui constituent les éléments. Alors que les deux autres modèles, en fait, on constitue des polylignes, on constitue des mèches, on constitue des quadrilatères, si vous préférez, on constitue des formes géométriques sur lesquelles on associe, alors peut-être manuellement, de l'information. Là, l'intérêt, c'est que dès que vous choisissez une classe, une famille, un objet, eh ben, on a déjà un conteneur de données qui est organisé. C'est ça la vraie révolution. Donc, du coup, c'est pas, bien sûr, l'aspect 3D apporte des cas d'usage, apporte une autre manière de voir la donnée. Mais ce qui est surtout très important, c'est cette organisation de données. Pour ceux qui ont déjà conçu avec le très fameux AutoCAD, ben voilà, AutoCAD, il y avait beaucoup d'huile de coude pour pouvoir nommer les blocs texte, nommer les polylignes, etc. Donc, c'était vraiment que l'huile de coude humaine, personnelle, qui permettait de donner du sens à ces conteneurs de données. Que là, directement dans le BIM, avec un effort moindre, on choisit les bonnes classes, les bonnes familles, et ben, directement, on va construire un corpus de données efficace. Maintenant, à quoi ça sert ce corpus de données efficace? Alors du coup, l'organisation des données en informatique, on appelle ça, alors le mot savant, ça s'appelle des ontologies. Ontologie, ça veut dire que les données, elles ne sont pas brutes, elles ne volent pas dans l'espace, elles sont interreliées entre elles et elles ont des comportements. Elles ont vraiment un comportement informatique du terme. Qui dit comportement informatique et dit organisation normée, elles sont requêtables. Ça veut dire qu'on peut poser des questions, un peu comme sur une base de données. On peut poser des questions de manière complexe pour essayer d'avoir une réponse pertinente et précise. Qui dit requêtable dit bien sûr qu'un algorithme est capable de le comprendre. Il n'y a pas simplement qu'un œil humain, il n'y a pas simplement que des experts métiers devant des plans qui sont capables de trouver des réponses. On est capable de plus en plus d'automatiser, de créer de la gestion de données, tout simplement, pour avoir, la substantifique moelle de ce que vous construisez. Donc, par exemple, des exemples de requêtes, hein, si on arrive à parler ce langage BIM, on peut poser des questions, combien mon bâtiment fait de mètres carrés, combien mes espaces font de mètres carrés, combien mes étages font de mètres carrés, combien j'ai de pièces qui sont orientées sud, bien sûr. Toutes ces données sont géoréférencées, spatialisées dans l'espace. Donc, on est capable de poser des questions à ce fameux modèle BIM
combien j'ai de pièces qui contiennent un double vitrage orienté sud. Vous voyez, donc on peut mixer ces différentes questions. Et aujourd'hui, ce n'est pas simplement que le cerveau humain qui est capable de trouver la réponse, mais automatiquement, grâce à cette organisation normée, on est capable justement d'apporter ce data management. Donc c'est ça en fait une des vraies révolutions du BIM, je dirais, c'est que l'informatique moderne maintenant est capable de comprendre le bâtiment. Je fais vraiment un parallèle, enfin voilà, un peu grand écart. Quand on dessinait des plans, vous voyez, donc on emploie d'ailleurs plus le mot modélisation, on employait le mot dessin. Et ben, c'était extrêmement dur pour un algorithme informatique de poser des questions à cette fameuse base plan. Tout reposait sur la nomenclature et sur l'organisation humaine des données. Là, on a vraiment un corpus automatisé de données organisées. Voilà, donc ça, c'est une véritable révolution du BIM de ces éléments. Donc voilà, je dirais sur cette première révolution. Bien sûr, ces évolutions aujourd'hui, elles ne sont pas complètement abouties, donc il y a un mais. À travers ce beau monde d'organisation de données, de capacité à requêter, etc., aujourd'hui, le BIM n'est pas encore un système de gestion de base de données je dirais, complet. C'est avant tout une collection de fichiers qui s'ouvre avec des formats particuliers, donc avec des outils de CAO, avec des viewers. Euh, tous, tous ces outils qui ouvrent ces fichiers BIM sont souvent adaptés pour de la CAO, hein, donc de la conception, et non pas simplement de la consommation de données rapide, accessible et facile. On a des fichiers, comme on est dans un monde de fichiers, on est dans un monde qui est un peu lent, qui est un peu lourd hein, par rapport à des flux de données qu'on peut avoir. On n'a pas forcément des accès concurrents, c'est-à-dire que quand on est à plusieurs sur le même fichier, bah, ça ne marche pas forcément très bien. On n'a pas forcément de droit d'utilisation, ça veut dire que si j'ouvre le fichier, bah, j'ai accès à toutes les données. Vous voyez, donc on n'a pas une gestion qui est fine de la donnée, donc on n'est pas encore, enfin je dis pas encore, parce que peut-être que l'avenir va pousser hein, vers ce fameux BIM de niveau 3. Mais en tout cas, le BIM actuellement est une collection de fichiers, donc n'est pas encore un système complet de gestion de base de données. De ce fait, c'est pour ça que cette matière première BIM, elle est encore difficilement utilisable, parce qu'on passe vraiment d'un monde de fichiers. Or, si on veut vraiment consommer la donnée, hein, comme sur un site Internet, envoyer des requêtes à droite et à gauche, faire des interactions entre les systèmes d'information, aujourd'hui, ben voilà, le BIM n'est pas encore complètement complet. Le fait d'avoir des fichiers provoque de très nombreuses difficultés, notamment dans la gestion fine de toute cette donnée et toute cette substantifique moelle que tout le monde construit en conception et en réalisation. C'est pour ça que une des propositions que côté Spinalcom, c'est déjà par rapport à ces contraintes, la proposition qu'on fait, c'est nous, on va déjà basculer dans un monde de base de données. Alors, c'est vraiment, là, on est vraiment dans un système d'information. Donc, on va passer d'une collection de fichiers à une base de données complète et unifiée. Comme ça, toutes les données, ensuite, on va pouvoir extraire la totalité des données de mes différents fichiers. On va les ranger automatiquement dans une base de données et du coup profiter de la donnée BIM, mais dans un monde de base de données avec tous les atouts que peut avoir une base de données. Une base de données, ça peut gérer des accès rapides, des accès concurrents, des requêtes complexes et surtout des droits. Et toute cette donnée, on va pouvoir la partager de manière plus efficace à des systèmes informatiques, parce que les systèmes informatiques, ils savent faire des requêtes dans une base de données, mais faire des requêtes dans des fichiers spécifiques, très métiers, très propriétaires, que sont les fichiers BIM, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, la première chose, ça va être de transformer toute cette collection de fichiers en une base de données unifiée. Je vais vous le montrer juste après, pour pouvoir constituer ce premier référentiel de données. Et une fois qu'on a ce premier référentiel de données, on va pouvoir l'enrichir, on va pouvoir le compléter et surtout, on va pouvoir le consommer et l'utiliser très facilement. En tout cas, c'est le sens de ma démonstration de ce matin, de vous montrer que toutes ces données dans la maquette, dans les différentes maquettes BIM, on peut vraiment les utiliser, les valoriser de manière très simple, quel que soit son corps de métier. On n'est pas obligé d'être des spécialistes du BIM pour consommer la donnée. Je peux être agent d'accueil
et connaître mes espaces. Je peux être gestionnaire immobilier, connaître mes mètres carrés. Je peux être occupant et savoir où sont situées mes différentes salles. On va voir que c'est la même donnée qu'on va venir présenter de manière beaucoup plus simple. Alors, du coup, pour vous montrer un peu ce processus, je vais vous partager mon écran. Donc, nous, la première chose qu'on va faire, on va récupérer toute cette collection de fichiers BIM, alors à des formats divers et variés. Aujourd'hui, en France et en Europe, on voit énormément l'outil Revit. Dans d'autres pays, on voit d'autres formes d'outils. C'est pas grave. L'idée, c'est de récupérer tous ces fichiers-là et de constituer une première base de données. Donc là, du coup, j'ai constitué cette base de données et du coup, on a l'impression de se retrouver dans un fichier BIM. On retrouve ces fameux objets 3D, mais pas que. Donc là, on va s'autoriser un petit plongeon ensemble dans une base de données pour vous montrer que pour constituer ce patrimoine, donc c'est un bâtiment il doit faire quoi, 21 000 mètres carrés. Donc on est venu transformer, je ne sais pas, je dirais à peu près une cinquantaine de fichiers BIM divers et variés. On est venu les ouvrir, on est venu les démonter et on est venu ranger toute la donnée. Et j'ai bien dit toute la donnée, donc aussi bien les données attributaires, les données 3D, les données de liaison entre ces différents objets. Quand je vous disais que le BIM était intelligent, quand je disais que l'objet porte était connecté à l'objet mur, et nous, on va récupérer toute cette liaison-là. Donc, ce n'est pas simplement des objets qui sont positionnés au bon endroit dans l'espace, mais on va récupérer ces interactions, si vous préférez, entre ces objets. Donc, je vous propose un petit plongeon dans une base de données, comme ça, un mercredi à 11 h du matin, pour vous montrer qu'on récupère bien toute la donnée. Donc là, j'ai mon bâtiment Spinalcom. Donc, chaque petite bille que je vais vous montrer, c'est une donnée. Et les petits carrés, c'est des liens entre les données. Donc, du coup, j'ai bien un bâtiment qui est composé de 28 étages. Je vais prendre un étage au hasard, par exemple le 10. Chacun de ces étages est composé d'attributs, d'objets, de documentation, etc. On va le voir par la suite. Mais aussi composé de pièces. Chacune de ces pièces est composée on va retrouver nos objets BIM, hein, d'accord? Donc, ça, c'est nos fameux objets 3D. Donc là, je vais avoir des lampes, je vais avoir du mobilier. Mais aussi, je vais pouvoir retrouver des attributs, je vais pouvoir retrouver l'ensemble des données. Donc, ce qu'on est venu faire dans cette première étape, c'est ouvrir les fichiers BIM, parser, donc en fait, lire, récupérer l'ensemble de la donnée. Donc là, il y a un processus de transformation automatisé. Et on est venu ranger ça dans un même environnement de données. Ce qui veut dire on a bien toute la donnée, au lieu d'avoir une collection de fichiers, on a bien maintenant une base de données. Alors, vous avez vu que cette base de données, chez nous, elle est un peu particulière, c'est ce qu'on appelle une base graphe. Ça veut dire qu'on ne range pas les données dans des cases, mais on fait des liens entre les données. Ça, c'est très pratique parce qu'évidemment, on n'a pas un bâtiment qui ressemble à un autre. Donc, c'est très, très dur de faire rentrer les bâtiments dans des cases fixes. Donc, nous, automatiquement, grâce à la maquette numérique, on va pouvoir initialiser la base de données de manière automatisée. Donc là, en fait, ce que je vous montre, c'est ce que vous voyez ici de point de vue abstrait en termes de données. C'est exactement ce qu'on voit à l'écran avec un viewer. Là, la base de données envoie des informations 3D au viewer. Donc, en fonction de mes droits, je ne vais pas accéder forcément aux mêmes données attributaires, aux mêmes données documentaires et bien sûr aux mêmes données, aux mêmes données 3D. Voilà. Les objets 3D sont une donnée parmi tant d'autres qu'on vient récupérer dans la maquette. Voilà, là, l'étage 10 que je vous ai montré, j'ai montré à l'instant. Donc ça, c'était le premier point, c'était vraiment déjà de se dire, comprendre les évolutions ou la révolution du BIM, sur vraiment avoir cette organisation de données, mais aussi comprendre la faiblesse, une des faiblesses du BIM. Alors, je vais reprendre les éléments, je vais vous ressortir ma présentation, voilà. Comprendre une des faiblesses du BIM qui était, tout compte fait, c'est le fait qu'on était encore dans un monde de fichiers. L'idée, maintenant que j'ai constitué ma base de données, là, pour le coup, on commence à avoir un embryon de système d'information, donc de système informatique, sur lequel on va pouvoir greffer plein de petites applications, plein de choses très simples qui vont venir utiliser et consommer la donnée. Donc, l'objectif, c'est bien de rendre toute cette donnée accessible pour tous. Je peux vous poser la question, qui a besoin de quoi pour bien travailler?
Et en fonction des acteurs que vous allez rencontrer, ils vont peut-être vous dire, moi j'ai besoin de tous les équipements techniques, moi j'ai besoin de tous les contrats de maintenance, moi j'ai besoin de toutes les propriétés, moi j'ai besoin des mètres carrés, moi j'ai besoin de savoir les espaces réservables. Vous voyez, en fait, tous ces besoins-là reposent sur la connaissance du bâtiment, sur le référentiel du bâtiment. Et du coup, ce référentiel du bâtiment, nous l'avons construit ensemble, enfin, surtout vous l'avez construit. Vous l'avez construit avec une maquette. Donc l'idée maintenant, c'est que maintenant que j'ai constitué cette base de données, je vais pouvoir consommer, mais vraiment au sens facile du terme, rapide à mettre en œuvre, des données aussi bien en lecture, aussi bien en modification, en enrichissement, on va parler dans la suite du propos des enrichissements, selon une infinité de points de vue. Là j'insiste beaucoup, il n'y a pas une bonne manière d'organiser la donnée. Quand on est dans les étapes de conception, on passe pas mal de temps à créer dans les plans d'exécution BIM. On dit, voilà comment on va nommer les fichiers, voilà comment on va les ranger, voilà comment on range les vues. Donc, il faut qu'on soit très sérieux sur l'organisation de la donnée pour que tout le monde puisse, je dirais, travailler en bonne collaboration. Là, on est dans un monde qui est beaucoup plus facile parce que j'ai une base de données qui soutient toute ma donnée. Donc, en fait, je peux la requêter dans tous les sens. Je peux attribuer des droits. Et donc, très rapidement, je peux diffuser cette information BIM auprès de tous mes acteurs. Du coup, à quoi ça ressemble? Alors, je vais vous repartager mon écran. Mon écran se trouve. Donc là, j'ouvre une application de consommation de la donnée BIM très classique. Je vais régler la vue pour que ça soit joli. Voilà. Donc, on va retrouver notre même immeuble, en fait. On va retrouver la même donnée. Simplement, maintenant qu'on a constitué la base et qu'on l'a organisée, on va pouvoir la consommer. Donc, on peut consommer la donnée de plein de points de vue différents. Peut-être que le point de vue, un des points de vue naturels, c'est de parcourir la donnée sous forme spatiale. Bâtiment, étage, pièce, équipement. Et puis, à chaque fois, on va se poser la question, retrouver mes attributs, retrouver ma documentation, retrouver l'ensemble des informations. Donc là, j'ai bien un bâtiment qui fait 20 900 mètres carrés. Je vais ouvrir mes étages. Et tout ce que vous voyez là, en fait, se génère automatiquement grâce à ces éléments. Alors du coup, utilisez-vous principalement l'IFC pour générer les données. Alors l'IFC ou tout autre format. Aujourd'hui, on a un peu plus de richesse d'informations dans les formats natifs. On a plus de liens, on a un peu plus de données. Mais je dirais, moi, je ne suis pas du tout à cheval sur un format parmi tant d'autres, tant qu'il est BIM au sens organisation et ontologie de ces éléments. Tout ce que vous mettez dans une maquette numérique est réutilisable. Donc là, par exemple, j'ai un bâtiment qui fait 28 mètres carrés. Là, on va essayer de trouver ces éléments. Voilà, sinon ça se colorie. Je vais prendre mon étage numéro 10, que je vous ai montré tout à l'heure. Mon étage numéro 10 est composé d'un certain nombre de pièces. Si je prends, je sais pas, l'espace de gym, l'espace de gym est composé d'un certain nombre d'équipements. Et puis, à chaque fois, je peux me poser la question soit sur un équipement, soit sur un objet, ou même sur un espace. Et à chaque fois, quels sont les attributs qui sont associés à un objet, à un espace, etc., pour pouvoir les retrouver. Là, à la volée, je peux rajouter une nouvelle catégorie d'attributs. Parce que voilà, maintenant, on est dans un monde de données, donc c'est très facile de rajouter des attributs. Par exemple, voilà, je peux mettre propriété de l'espace. Je peux rajouter un nouvel attribut et je peux mettre derrière des nouvelles valeurs. Et automatiquement, on va venir enrichir l'information. Encore une fois, c'est des histoires de droit. Nicolas a le droit de voir le 10e étage et a le droit de modifier les attributs de telle propriété. On pourrait aussi rajouter de la documentation. Encore une fois, je pourrais rajouter une image ou une documentation spécifique. Je pourrais rajouter des notes, je pourrais connecter ça à un système de ticketing pour savoir s'il y a des opérations de maintenance. Je pourrais récupérer les données en temps réel, on va vous les montrer juste après, ou les données d'inventaire. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez vu que très facilement, maintenant, je peux accéder sur un viewer web avec des droits d'accès, avec, je dirais, à toute la donnée, voilà, de manière très, très simple. Je viens la consommer. Par exemple, on pourrait prendre un autre point de vue. Au lieu de prendre le point de vue bâtiment, étage, pièce, on pourrait aussi avoir un point de vue, une autre forme d'organisation du bâtiment
qui est par grande famille fonctionnelle. Donc là, je me suis amusé à faire, par exemple, les équipements de courant faible, de courant fort de mon bâtiment. Je vais les isoler. Voilà. C'est une autre manière de parcourir la donnée. Au lieu de faire bâtiment, étage, pièce, et ben là, je le fais par grande famille. Où sont tous mes luminaires? Voilà, donc, du coup, je vais chercher automatiquement en cliquant sur mes luminaires. Je peux m'amuser à les colorier et à les isoler. Alors, du coup, évidemment, il y en a un paquet. On va les colorier, ce sera plus joli. Donc là, on va voir tous les groupes luminaires que j'ai faits. Mais on pourrait aussi voir les gaines. Là, je ne sais pas, vous avez vu, avec mon login et mot de passe, j'ai pas forcément, j'ai pas souhaité voir toutes les gaines, tous les éléments de modèle. Donc, on peut vraiment, maintenant, cette donnée, on peut la distribuer à ceux qu'on ont besoin. Voilà, à ceux qu'on ont besoin. Donc, si moi, en tant qu'agent d'accueil, je n'ai pas besoin d'avoir les équipements techniques, eh ben, on vient cocher dans la base de données, Nicolas n'a pas accès aux équipements techniques. Est-ce que j'ai accès à la documentation? Et ben après, oui, là, j'ai accès à la documentation, je peux récupérer la datasheet de mes différentes lumières, mais quelqu'un d'autre pourrait avoir des accès différents. Peut-être que moi, je suis toujours pareil, agent d'accueil, je n'ai peut-être pas accès à tout le bâtiment. J'ai accès peut-être qu'à une partie du bâtiment. Dans ce cas-là, dans mon application, quand je l'ouvre, quand je me connecte, je n'ai accès qu'à une partie du bâtiment. Donc, vous avez bien vu que cette donnée, on peut l'avoir de différents points de vue. Donc là, je vous ai montré un point de vue plutôt sur les familles d'équipements. Je pourrais vous montrer un point de vue sur la gestion des espaces. Donc, quelles sont les typologies de mes espaces. Donc là, je me place plutôt sur un gestionnaire ou un exploitant. Et ben voilà, j'ai différents plateaux, j'ai des salles de réunion, j'ai des salles de bureaux. Mes bureaux, je pourrais très bien récupérer leur nom, récupérer leur affectation, dire c'est tel service qui est à tel endroit. Vous avez vu, donc je commence à faire de l'enrichissement de la donnée, mais basé sur la même ossature à chaque fois de cette maquette numérique qu'on est venu transformer et qu'on vient de rendre accessible. Et à chaque fois, on peut accéder à un 360 degrés d'information. Donc voilà, par exemple, un deuxième point de vue sur la gestion des espaces qui nous permet demain d'en faire des inventaires, de faire des réservations, etc., etc. Encore une fois, ce référentiel du bâtiment, ensuite, il peut être transmis soit à nos applications que vous voyez, donc là, pour utiliser de manière simple, facile et rapide la donnée. Donc vraiment, mettre en avant tous les travaux BIM qui ont été effectués pendant les phases de conception, de réalisation ou même de rénovation. On a directement de la donnée accessible, utilisable par tous. On peut aussi parler de la mise à jour de la donnée. Encore une fois, aujourd'hui, grâce à une base de données, on peut très facilement mettre à jour, je dirais, tout ce qui est alphanumérique. Alphanumérique, donc ça peut être des attributs, ça peut être des liens, ça peut être des documents, ça peut être des propriétés, ça peut être des groupes, ça peut être des organisations de données. Mais effectivement, cette base de données n'est pas un modeleur BIM. Donc demain, si vous avez une modification importante spatiale dans le bâtiment, et ben là, du coup, je ressors de la base de données un modèle BIM que je repasse en CAO, je fais simplement ma modification spatiale, je la réinjecte et on vient mettre à jour la base de données sur ces différents éléments. Mais au moins, avec ça, on est capable de mettre de très nombreux acteurs autour de cette donnée BIM. Et cette donnée BIM, elle ne reste pas dans un placard ou dans un carton à la fin du DOE où personne ne sait l'utiliser. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Ce qui est important, c'est bien d'apporter de l'accessibilité, de la simplicité à mettre en place ces éléments. Donc là, pas besoin d'outils spécifiques. Simplement, on est venu se connecter. On a un login et un mot de passe. Nous, là, aujourd'hui, on peut proposer d'héberger la donnée en mode SaaS, vraiment le truc clé en main. Ou en tout cas, si vous voulez installer cette base de données sur un de vos serveurs ou sur le serveur du maître d'ouvrage, écoutez, cette base de données, on peut la mettre absolument où on veut. Donc ça, c'était mon premier élément sur l'accessibilité de la donnée. Et voilà, vous montrer que c'est très facile de pouvoir utiliser toute cette donnée qu'on va faire. Maintenant, on va passer, je dirais, à de l'enrichissement de la donnée. On va se poser la question de qu'est-ce qui est intéressant, peut-être à rajouter dans une maquette BIM de manière raisonnable pour que ça soit très utile pour la suite. En tout cas, voilà, je vais essayer de vous donner quelques pistes d'approche. Donc, je vais reprendre la main sur ma présentation.
Donc, l'objectif, maintenant, ça va être d'enrichir les informations. On a eu quand même, si on regarde, si on prend un peu d'histoire sur un peu de recul sur l'historique d'évolution des maquettes BIM, hein, il y a un moment, on a quand même voulu mettre plein de choses dans cette maquette BIM, quitte à vraiment l'alourdir. Maintenant, je trouve qu'il faut qu'on soit plus prudent et plus adulte sur qu'est-ce qui est intéressant ou pas de mettre dans une maquette BIM, qu'est-ce qui est adapté de mettre ou pas dans une maquette BIM. C'est pour ça que là, le titre de cette diapo, on l'a mis, je l'ai mis enrichir sans alourdir. Ça veut dire enrichir en âme et conscience et essayer d'amener de la valeur et non pas forcément de le surcharger de l'information pour dire plus c'est gros, mieux c'est. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est quelque chose d'un peu plus innovant. Dans cette maquette BIM, par exemple, on peut mettre des attributs qui aideront à créer des liens entre plusieurs systèmes. Alors là, ça paraît un peu abstrait dans cette phrase. Je vais vous donner un exemple concret. On a vu tout à l'heure que j'accédais à la documentation de ma lampe. C'est quelque chose de classique. On peut, dans une maquette BIM, mettre un fichier PDF. Voilà, on peut. C'est un peu casse-pied. Et surtout, ce n'est pas adapté. J'ai un fichier qui va grossir. Voilà, une maquette BIM, ce n'est pas une GED, ce n'est pas une gestion électronique de la documentation. Donc, il est plus malin de mettre un attribut, un code, qui me permettra demain de faire une requête vers la GED. D'accord? Donc, on pourrait très bien mettre simplement le nom du document. Et après, la base de données, la nôtre, pourra faire une requête sur un autre système et aller chercher un autre système expert de gestion de la documentation. Comme j'ai le nom du document ou j'ai un code, j'envoie une requête sur une autre base de données et cette autre base de données, elle me répond avec le document. Vous avez vu, on commence à faire interagir plusieurs systèmes entre eux. C'est là où je trouve que le BIM est très intéressant. On doit être capable de rajouter des attributs clés pour créer des liens entre les différents systèmes. Je vais vous le montrer, hein, bien sûr, juste après. Je vais essayer d'apporter du concret. Et du coup, par rapport à cet axe de réflexion, en tout cas, mon point de vue, à éviter, ou en tout cas de manière très ponctuelle, c'est de mettre des choses dans la maquette qui sont des recopies d'une autre base de données. Ça ne sert à rien de dupliquer l'information. Ça ne sert à rien d'alourdir ce conteneur de données qui est un fichier, hein, qui n'est pas adapté à recevoir tout type d'informations. Voilà. Le BIM, ce n'est pas une GED, d'accord? Ce n'est pas une GMAO, ce n'est pas une plateforme IoT, ce n'est pas une plateforme de réservation de salles. Le BIM, c'est avant tout un très beau descriptif du bâtiment qui va décrire spatialement, techniquement, organisationnellement, les données de mon référentiel de mon bâtiment. Donc, il faut vraiment continuer dans cette voie-là et non pas vouloir faire à ces fameux fichiers BIM n'importe quoi. Parce qu'après, la mise à jour, c'est très compliqué. L'utilisation, c'est très compliqué. Et à la fin, on a un énorme fichier où seuls les experts métiers savent bien l'utiliser. Mais derrière, ce n'est pas accessible, ce n'est pas protégé en droit, ce n'est pas maintenable dans le temps. Vous voyez, donc, c'est vraiment essayer là. Donc, du coup, maintenant, je vais essayer de vous illustrer, de mettre des attributs qui nous aideront à créer des liens entre les systèmes. Alors, par exemple, là, je vais vous montrer donc un projet qu'on a développé avec une agence d'architecture qui s'appelle Patriarche, sur un bâtiment en Île-de-France. On a rajouté dans la maquette BIM des liens qui permettent de mieux comprendre l'organisation pour venir compléter l'organisation de la donnée dans le BIM. Pourquoi? Parce que dans le BIM, aujourd'hui, on ne modélise pas tout. Par exemple, on ne modélise pas forcément tous les câbles électriques, en tout cas pas encore. Et surtout, dès qu'on a des comportements logiques, dès qu'on a des comportements de fonction, on ne le voit pas dans la maquette BIM. Donc, on vient rajouter quelques attributs, par exemple l'attribut qui pilote quoi, l'attribut qui alimente quoi, pour pouvoir, par exemple, comprendre, je dirais, l'organisation de pilotage du bâtiment. Donc, si je prends une gestion technique de bâtiment classique, on a des automates qui pilotent des lampes, qui sont pilotées par des télécommandes, qui pilotent des stores, qui pilotent, je sais pas, des vannes 6 voies de clim. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans la maquette, on va modéliser des éléments ponctuels, des terminaux. Donc, on va avoir des lampes, on va avoir des stores, mais on ne comprend pas qu'une lampe, en tout cas cette lampe-là, elle est pilotée par tel et tel autre équipement. On ne comprend pas que cette lampe, elle est alimentée par tel tableau électrique. Vous voyez, d'habitude, on va chercher d'autres documents, d'autres synoptiques pour essayer de comprendre. Là, moi, j'essaie d'apporter une convergence un peu de ces différentes données.
Donc des exemples d'enrichissement, qui pilote quoi, qui alimente quoi. Pourquoi pas un identifiant GMAO, pourquoi pas un identifiant GED, pourquoi pas des adresses IP ou des adresses MAC des différents IoT du bâtiment pour pouvoir demain préparer des futures requêtes. D'accord. Et puis aussi toute une partie de vulgarisation de la donnée, ce que j'appelle des alias. Aujourd'hui, quand on modélise, on a un jargon de concepteur, hein. Le nom, la dénomination des objets, elle est adaptée pour la conception et la construction, mais peut-être qu'elle n'est pas adaptée dans l'accessibilité de la donnée. Je m'explique. Peut-être que la salle, elle s'appelle Victor Hugo, ça c'est le nom commun, mais au moment, dans la maquette BIM, elle s'appelle peut-être avec un nom de charte immobilière. Donc là, voilà, c'est pareil pour les équipements. On a un jargon de conception. Il faut peut-être faire une table de correspondance, voilà, pour pouvoir rajouter ces éléments-là. Du coup, je vais vous le montrer. Voilà, bon, ça, c'est un bâtiment qui est plus petit que celui que je vous montrais, qui fait 4000 mètres carrés, où on a vraiment une réflexion avec les acteurs BIM et puis les futurs utilisateurs de la donnée, de qu'est-ce qui serait utile pour bien travailler dans le bâtiment, mieux le comprendre, pour essayer justement d'enrichir cette maquette BIM avec le juste nécessaire pour pouvoir pour que ce soit encore plus efficace. Donc, je ne sais pas si je prends un étage, je vais prendre l'étage numéro 4. Voilà mon étage numéro 4. Et là, je vais lui demander d'afficher les liens complémentaires, les enrichissements que là, le BIM Manager et les équipes travaux ont réalisés. Donc, ils ont réalisé les liens de qui pilote quoi pour tous les équipements de confort. Donc, par exemple, donc là, je vais chercher les équipements de confort du niveau 4 et je vais lui demander d'afficher les liens. Donc, vous voyez, on est en train de construire les liens. Ça veut dire qu'on est capable de surcharger cette modélisation BIM avec d'autres informations. Voilà, ça, c'est encore un truc intéressant. On n'est pas obligé de tout modéliser. C'est là où ça devient assez fort et qu'il y a vraiment une réflexion fine à obtenir. Là, par exemple, avec mes droits, je ne vois pas tous les équipements. Mais par contre, je sais que j'ai un automate qui va piloter des stores, des contacts de feuillure, des télécommandes et des lampes. Donc demain, quand je recloisonne, quand je reprogramme, je sais que cette lampe-là, là, ici, elle est pilotée, elle est interreliée avec un autre système. Je sais que cette lampe, je sais que cet automate a des attributs particuliers. Donc là, on a positionné des adresses IP pour que demain, moi, je puisse faire une requête pour aller récupérer les données de vie en temps réel du bâtiment. Vous avez vu, donc le BIM me permet de faire un pivot entre plusieurs mondes. Voilà, ça devient intéressant. Alors, ce n'est pas tout à fait le fichier BIM, mais le fichier BIM me prémâche le travail et vient améliorer la base de données, vient rajouter des liens et de l'intelligence dans la donnée pour pouvoir, demain, exploiter avec une base de données encore plus facilement tous ces éléments. Donc voilà, ça c'est un exemple d'enrichissement pour savoir le qui pilote quoi. On pourrait très bien faire la même chose avec les tableaux électriques, le qui alimente quoi. On pourrait très bien faire ça dans des groupes fonctionnels. Par exemple, dans l'industrie, on pourrait dire que j'ai un système de réfrigération qui est composé de cet équipement, ou cette pompe, elle est pilotée par tel et tel équipement. Vous voyez, donc on vient apporter des nouvelles ontologies à la maquette BIM que nativement dans la construction d'une maquette, on n'a pas. Donc ça, pour moi, c'est des enrichissements qui ont beaucoup de sens, qui ont beaucoup de sens, au lieu d'alourdir en propriétés techniques, en des éléments, en fait, dans des propriétés qu'on peut avoir autre part. On va essayer d'amener cette maquette BIM à une compréhension plus complète du bâtiment, en fait, rajouter aujourd'hui de l'intelligence dans la maquette. Rajouter de l'intelligence dans la maquette aujourd'hui, ça se fait avec des attributs, donc c'est une réflexion, je dirais, unitaire par projet. Et j'ai bon espoir que demain, ces différents formats BIM vont nativement, quand on va poser une lampe, quand on va poser un automate et qu'on pourra faire un lien entre les deux, nativement, le format BIM pourra comprendre qu'il y a des liens de maître et d'esclave, de qui pilote quoi et de qui alimente quoi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc on vient faire un effort supplémentaire pour vraiment qu'on ait une maquette qui soit complète et qui soit utile pour tout un panel d'acteurs. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert de faire ces liens? En fait, ces liens, ça va servir aux mainteneurs pour savoir, en cas de défaut, qu'est-ce qui se passe. Ça va permettre aussi aux futures applications qui vont se connecter à cette donnée de venir piloter les groupes de lampes et les groupes de store. Ça va permettre demain de recloisonner plus efficacement. Ça va permettre demain de pouvoir envoyer des requêtes
temps réel vers de l'IoT du bâtiment, pour savoir la température des pièces, les espaces, etc. D'accord? Donc, c'est grâce à ces liens positionnés qu'on va pré-mâcher le boulot, qu'on va initialiser la base de données, mais pas simplement avec des données strictement issues du BIM, mais on va venir compléter ces informations. Donc ça devient vraiment puissant. Maintenant qu'on a compris les liens et qu'on a rajouté quelques attributs clés, eh ben, on est capable de se connecter plus facilement. Donc là, on va au-delà du BIM, hein, on vient connecter d'autres sources d'informations que sont, par exemple, tous les IoT du bâtiment pour savoir eh ben, si les salles sont occupées ou pas. Donc là, je vais retourner dans mon 10e étage. Et là, voilà, je peux consommer cette donnée plus efficacement, aussi bien la donnée BIM, la donnée descriptive, la donnée documentaire, mais aussi demain, on peut venir faire évoluer notre base de données avec d'autres systèmes. Donc là, on est venu se connecter au capteur de présence de la salle. On pourrait aussi se connecter, je ne sais plus si j'ai je pourrais vérifier l'état de chaque luminaire. Donc, encore une fois, voilà, on vient faire un pont entre le monde physique et le monde virtuel grâce à cette maquette BIM. Donc, une proposition d'enrichissement de la donnée, si je reprends ma présentation, et ben, voilà, c'est de réfléchir sur ces liens logiques, etc. Donc, du coup, là, le jeu est très ouvert. Là, dans le cadre du webinaire, je n'aurai pas le temps de tous vous les montrer. Je peux simplement vous dire que tout ce que je vous dis là, aujourd'hui, on l'a bien documenté. On l'a bien expliqué dans notre centre de ressources. Alors du coup, on va y aller ensemble, notre centre de ressources. Je partage mon écran. Donc du coup, sur notre site internet spinalcom.com, vous avez centre de ressources, quand vous cliquez dessus. Dans le centre de ressources, comme nous, on crée un système d'information, il y a différents profils, projet, intégrateur et développeur. Et du coup, c'est dans les ressources projet qu'on vient organiser la donnée, et notamment la donnée BIM. Donc là, vous avez des propositions d'organisation de données en fonction des différents projets. Et voilà, et notamment un grand chapitre sur le BIM qui permet de manière simple, et vous allez voir que c'est pas très, enfin, il n'y a rien de très sorcier, c'est vraiment je dirais, les règles de l'art du BIM. Les éléments. On va insister sur la modélisation des pièces. Vous voyez, pour que la base de données comprenne dans quelle pièce elle est, il lui faut des pièces. Ça paraît une apalissade, mais ça, c'est extrêmement important. On va comprendre des systèmes et surtout, on va rajouter, c'est ce que je vous montrais, des petits attributs logiques qui permettent demain de mieux comprendre l'interaction entre les équipements du bâtiment. Donc, par exemple, pour la GTB, mais c'est pareil pour le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, les systèmes de parking, le SSI, etc., etc. Donc, en fait, voilà, on va élargir, je dirais, le rôle du BIM manager vers le rôle de data manager. Donc, en tout cas, c'est vraiment ce que je souhaite dans l'avenir de la profession. Ce n'est pas se cantonner simplement à la donnée descriptive de conception, mais c'est d'aller un peu plus loin pour organiser cette donnée du bâtiment pour que demain, des outils comme le nôtre, qui sont très faciles à mettre en œuvre, peuvent s'auto-paramétrer en un claquement de doigts. Voilà. Mettre en place ces outils d'organisation de données. Écoutez, si la donnée est organisée, en une demi-heure, c'est fait. Je mets les éléments, je transforme ma maquette numérique. J'attribue des droits si je veux organiser les données, puis je peux directement commencer à jouer avec. Donc ça, c'est quand même vraiment quelque chose de... voilà, c'est le message que je voulais faire passer, c'est que la maquette BIM ne s'arrête pas à la conception et on peut vraiment l'utiliser dans de multiples cadres de projets. Je vous remercie à tous de votre attention, de vos interactions. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations. N'hésitez pas aussi à nous soumettre des sujets de webinaires, de vos interrogations, parce qu'on essaye d'être assez actif, justement sur l'usage de la donnée et vraiment l'évolution du métier autour du BIM. Donc, si vous avez des problématiques, ça pourrait faire un très, très bon sujet de webinaire pour les prochaines semaines. Nous serons présents au BIM World, donc là vraiment, si vous êtes là, vous pourrez toucher du doigt la donnée, vraiment voir nos différentes démonstrations de manière complète, et puis voir aussi avec un écosystème complet de la modélisation jusqu'à la maintenance, voilà toute la chaîne qu'on doit faire pour faire, je dirais, un smart building ou un jumeau numérique de demain. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne journée
et une bonne continuation dans ce monde ordonné de la donnée qu'est le BIM. À bientôt.